Là, je suis complètement horrifié de savoir que la France est en train de perdre sa mémoire. C'est une véritable amnésie que nous vivons aujourd'hui. Et un pays qui n'apprend plus son histoire est un pays qui n'a pas d'avenir. Je suis furieux parce que non seulement ils nous font renier notre histoire, ça c'est un fait, mais surtout ils ont réussi à faire renier leurs ancêtres aux Français. La volonté de la gauche, c'est de créer un homme ex nihilo, c'est-à-dire sans racines, sans mémoire, pour pouvoir mieux le contrôler. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour. Vous êtes historien, essayiste et auteur donc de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard, donc un ouvrage que vous avez publié au mois de novembre, dans lequel vous expliquez que les récits qui entourent aujourd'hui les grands moments de l'histoire de France, avec certaines figures donc, comme Clovis, Philippe le Bel, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, sont en train de disparaître au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Oui, je voulais faire part de mon scandale et je suis complètement horrifié de savoir que la France est en train de perdre sa mémoire. C'est une véritable amnésie que nous vivons aujourd'hui. Et un pays qui n'apprend plus son histoire est un pays qui n'a pas d'avenir. Donc ça, toutes les nations au monde le savent depuis la Grèce antique. Donc je ne comprends pas que ce qui devrait être une mission de salut public soit complètement délaissé. Effectivement, la France a une histoire magnifique de 2000 ans d'histoire, même si moi, alors, effectivement, je commence mon livre avec les cathédrales qui sont pour moi la naissance de l'art français et l'art gothique, comme on disait alors, hein, et qui sont véritablement significatifs de la naissance de l'âme française. Et je vais jusqu'au général de Gaulle en 40 récits fondateurs. Ce sont souvent ces petites anecdotes qui faisaient la grande histoire de France, qu'on apprenait à l'école de la Troisième République et de la Quatrième et même de la Cinquième. Moi-même, j'ai connu toutes ces petites anecdotes, du chevalier Roland jusqu'à Bayard, en passant par, bien sûr, Cambronne, Napoléon, les maréchaux de Napoléon et tout, qu'on apprenait à l'école et qui donnaient justement cette, cohésion nationale à notre nation et qui faisait notre force d'âme pour affronter effectivement tous les problèmes d'avenir. Et je pense que le problème que nous vivons avant tout est avant tout éducatif et que la jeunesse aujourd'hui a besoin de quelque chose à aimer. Ce quelque chose à aimer, c'est notre histoire, notre culture française dont il faut être fier et notre patrimoine. On voit bien qui tombe à volo, vous voyez bien, qui part à volo, 55 000 églises à travers notre territoire qui sont vandalisées, pillées, abandonnées. Donc ça, c'est plus possible. Comment vous expliquez cette volonté de réécrire notre histoire par certains courants politiques? Est-ce que c'est une entreprise de déconstruction de notre histoire que l'on voit actuellement? Oui, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit 40 ouvrages justement sur cette déconstruction de notre histoire. C'est la gauche a réussi à diffuser une histoire, une vision culpabilisante de notre histoire depuis 40 ans et cette vision a vraiment réussi, hein. Ils ont réussi une espèce de hold-up, intellectuel et sur l'histoire de France et la culture française qui est vraiment rentré dans les mœurs, puisque maintenant on voit que non seulement il ne s'agit plus d'instrumentaliser l'histoire de France, il s'agit surtout de la faire oublier, hein. Tous les grands médias de gauche, tous les dirigeants, tous nos dirigeants politiques, hein, nos derniers présidents ont réussi ce hold-up. C'est-à-dire que non seulement les Français ne connaissent plus leur histoire, mais la volonté de la gauche, c'est de créer un homme ex nihilo, c'est-à-dire sans racines, sans mémoire, pour pouvoir mieux le contrôler, hein. C'est la phrase de George Orwell, celui qui prend le contrôle du passé prend le contrôle du présent. Ils ont tout théorisé et c'est remarquable, hein, puisqu'en 40 ans, c'est une réussite totale. Les Français d'aujourd'hui, non seulement ne connaissent plus du tout leur propre histoire, mais sont complètement omnibulés par le consumérisme, d'autres vraiment américanisés par le système international et mondial. On voit bien que c'est très dommage parce que la France, c'est quand même une culture
exceptionnel. C'est un modèle culturel et c'est un modèle culturel qui s'opposait justement au modèle anglo-saxon. L'éducation, c'est plutôt, on voit bien le mouvement écologique, par exemple, dans les programmes scolaires, on pourra en parler aussi tout à l'heure, comment l'écologie a remplacé certains chapitres du Moyen Âge avec la déforestation des grandes forêts françaises au XIIIe siècle, alors qu'on parlait avant, l'intitulé des chapitres était l'Occident chrétien et tout. Maintenant, c'est remplacé par ce genre de thèmes écologiques et compassionnels que sont les grandes migrations, pareil pour la préhistoire, pareil pour la déforestation. On voit bien qu'ils ont réussi à distiller leurs théories au sein même de l'éducation nationale. Puisque vous parlez de combat culturel, vous êtes vous-même, au sein de ce combat culturel puisque vous avez écrit, un spectacle, musical et éducatif à destination des jeunes publics, destiné à faire aimer l'histoire de France et donc vous avez évoqué l'annulation de ce spectacle, par exemple à Montrouge, à la suite de pressions exercées, localement par des élus, d'opposition de la ville et vous continuez à faire, l'objet de pressions dans un communiqué commun, en réaction à la tenue de votre spectacle le 15 janvier à Valence. Les syndicats FSUS 26 et Sud Éducation Ardèche et d'autres vous reprochent justement de propager une lecture traditionnelle de l'histoire à travers le roman national. On vous reproche finalement de privilégier le roman national. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, d'abord, c'est faux, hein, puisque dans mon spectacle, corrigé, par une dizaine de professeurs de la Sorbonne, dont le grand académicien, Jean Tullard, le spectacle est extrêmement, équilibré. Il y a 20 chansons, 10 sur notre héritage monarchique et chrétien et 10 sur notre héritage républicain et laïque. Donc je leur dis déjà: «Venez voir, le spectacle». Ils ne connaissent pas, bien sûr, mais qui critiquent sans savoir. Et vous verrez d'ailleurs que le clou du spectacle, c'est une chanson sur le Front populaire de Léon Blum, justement, qui est le tube que les enfants adorent et même le grand public, puisque le spectacle Histo-Rock s'adresse aux 8 jusqu'à 88 ans. Il est intergénérationnel. Il vise à réinculquer justement les grands personnages, les grands événements que les Français ignorent aujourd'hui. Regardez nos grands-parents et nos arrière-grands-parents étaient extrêmement cultivés. Aujourd'hui, Bayard, 1515 Marignan, même les jeunes parents ignorent. Donc, ils viennent souvent à nos spectacles avec leurs enfants. Et c'est vrai qu'un des tableaux, c'est Marignan 1515, qui est très apprécié aussi, avec le chevalier Bayard et François Ier, un des grands rois qui tenait la France avec 5000 fonctionnaires. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est bientôt à 6 millions et il y a des problèmes de l'administration plus que jamais. Donc effectivement, ils n'aiment pas qu'on rappelle les hauts faits de notre grande histoire, nos grands personnages, nos grandes batailles. Tout ce qui a trait, d'ailleurs, c'est intéressant, à l'art militaire a été évacué des programmes scolaires depuis une trentaine d'années. Toutes nos grandes batailles, à commencer par les batailles napoléoniennes, sont absolument plus apprises, comme moi, ma génération. Vous vous rendez compte, on apprenait Austerlitz en cours, mais aussi en français, puisque la proclamation de la victoire d'Austerlitz le lendemain de la bataille, hein, de Napoléon Ier, était donnée en dictée dans les classes françaises à mon époque, hein. Je parle des années fin 60, début 70. Donc vous voyez, maintenant, non seulement il y a cette volonté de culpabiliser notre histoire qui a réussi, même je dirais plus de criminaliser les grandes figures. On parle de Napoléon, mais on peut très bien parler de Louis XIV, qui sont complètement évacués, alors que Louis XIV, c'est peut-être le plus grand roi qui a fait la France, qui a grandi toutes les provinces, que ce soit l'Alsace, l'Artois, le Roussillon, la Franche-Comté, c'est grâce à lui. Et puis bien sûr, c'est Versailles, c'est l'art de vivre à la française que le monde entier nous envie. Et bien même ça, ce n'est plus appris à nos enfants aujourd'hui, parce que justement, cette volonté de culpabiliser notre histoire a réussi par ces militants de gauche qui ont réussi à tous les niveaux. Oui, moi je me souviens très bien les plus récents, de grands journaux sur Versailles. Pour moi, c'était, comment on faisait caca dans les rideaux, à Versailles, ce genre de choses et puis, souvent quand on voit les récits sur Louis XIV, on a l'impression que c'est un dictateur amoureux de sa propre image, qui Voilà. voulait, imposer, quelque chose, peut-être le patriarcat, c'est un peu terrible.
Là, c'est dramatique. À mon époque, dans le Malais-Isaac de la collection Hachette que nous avions comme manuel, il y avait, tenez-vous bien, 100 pages sur le règne de 77 ans, hein, de la Fronde jusqu'à sa mort en 1715. Il y avait 100 pages sur Louis XIV. Aujourd'hui, savez-vous combien il y a de pages dans les manuels Nathan et Magnard, qui sont les pires manuels, hein? 4 pages. 4 pages, et dont une double sur Versailles, qui est vraiment bon, son chef-d'œuvre, certes, mais il n'a pas fait que ça, Louis XIV, croyez-moi, et c'est un spécialiste qui vous le dit. Oui, c'est ça et aujourd'hui, on n'a plus de prise pour finalement être, en contact, en connexion avec notre propre passé. On est en train d'oublier nos racines. Même Napoléon, moi, je me souviens dans les années 2000 quand j'étais au lycée, on l'a survolé. Bon, on a expliqué, bon, telle bataille, allez, chapitre suivant. Et oui, parce que Napoléon III, la rupture, c'est 2004, hein, pour le bicentenaire du Sacre d'abord, 2004, et après 2005 d'Austerlitz. Non seulement les autorités françaises, comme avec Dominique de Villepin, Premier ministre, ont refusé de célébrer Austerlitz, parce que soi-disant victoire culpabilisante et tout, et puis la guerre c'est mal, etc. Mais en plus, on a envoyé notre porte-avions à Portsmouth, en Angleterre, où les Anglais célébraient Trafalgar avec faste. Il y avait plus de 500 000 Anglais avec la reine d'Angleterre qui célébraient leur propre histoire. Les Anglais nous donnaient des leçons et nous, on se cachait, alors qu'Austerlitz, tous les grands historiens le savent, c'est appris encore aujourd'hui à West Point aux États-Unis. Les militaires japonais encore s'en servent au Japon. C'est une des plus grandes victoires de l'art militaire, et nous, on en a honte, alors qu'on devrait l'apprendre à tous nos enfants. Pour en revenir, dans le communiqué des synd pour en revenir au communiqué donc des syndicats qui s'attaquent à vous, enfin s'attaquent à votre spectacle, on vous compare justement à George Orwell, ce qui est plutôt intéressant. Ils écrivent: «Nous le savons, les enfants sont la cible privilégiée de toutes les dictatures et de tous les autoritarismes». Orwell en a cauchemardé, Dimitri Casali en a fait son métier. Ah, j'avais pas vu ça encore. Avec ses spectacles histo-rock destinés au jeune public. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre? Eh bien, d'abord, qu'ils viennent au spectacle, hein, c'est une évidence, hein, puisque je vous dis, depuis 5 ans que l'histoire de France. Avant, nous avions Napoléon l'Opéra Rock il y a 10 ans. Maintenant, nous avons l'histoire de France, l'Opéra Rock depuis 5 ans. Nous avons joué dans 43 villes euh, pour 43 maires différents et nous avons fait venir plus de 20 000 enfants, notamment CM1, CM2 et 6e, 5e, qui ont adoré le spectacle. J'ai vu ces enfants, d'ailleurs il y a plein de vidéos sur notre site YouTube, historique.com, on voit les enfants avec des étoiles dans les yeux, adorer justement et se poser des questions, puisque Historique, ça sert à ça, c'est à éveiller la curiosité grâce à des airs faciles, rock, pop, et on a même fait des raps pour être un peu plus actuel dans l'actualité, et ça marche. Il y a des professeurs qui utilisent la méthode en classe, c'est distribué sur YouTube. Vous avez toutes les vidéos que nous avons tournées avec des véritables comédiens qui incarnent, parce qu'il faut redonner de la chair à l'histoire. C'est ça, il faut réhumaniser l'histoire pour donner cette passion de l'histoire aux jeunes. Et nous avons réussi avec Historock, puisqu'il y a plein de professeurs qui l'utilisent et plein de jeunes qui nous écrivent, qui nous disent: ah, j'adore Henri IV, par exemple, j'adore ce bon roi Henri IV, et pourquoi a-t-il été assassiné par Ravaillac? Des enfants de 10 ans qui nous posent la question sur notre site. Donc on voit bien que ça suscite la curiosité, ça éveille l'envie d'en savoir plus, et ça, c'est une réussite, c'est la réussite d'Historock. Et ben nos détracteurs ne supportent pas cela, parce que non seulement effectivement on chante les grands rois, les grands personnages qui ont fait la France, et ça, vous savez, cette volonté des gauchistes, c'est de couper tout ce qui, c'est cette volonté de nivellement. Et c'est vrai, c'est très présent chez eux. Et ensuite, il faut que tous les Français soient égaux, égalité. C'est plutôt même de l'égalitarisme, vous savez. Alors que justement, dans mon livre, je remets en valeur la valeur essentielle et constitutive de la France, c'est la méritocratie, hein, fondée justement, créée
poussé par Napoléon avec les lycées, l'université. Napoléon disait: «Je veux que chaque fils de cultivateur devienne soit ministre, soit maréchal de France, soit évêque». Hein, c'est sa grande phrase. Mais, et la plus grande victoire que l'on remporte, c'est celle que l'on remporte sur l'ignorance. Voilà ce que disait, Napoléon, qui est un modèle de méritocratie, puisque je rappelle aussi dans mon livre qu'il arrive en France à 9 ans et demi sans parler un seul mot de français, et qui va devenir le fondateur de la France moderne, hein. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les institutions de granit, le code civil, le Conseil d'État, les maires, et cetera. Donc effectivement, toute cette méritocratie qui a fait la gloire de la France et de nos ancêtres, puisque c'est ça aussi. Je suis furieux parce que non seulement ils nous font renier notre histoire, ça c'est un fait, mais surtout ils ont réussi à faire renier leurs ancêtres aux Français. Hein, les Français d'aujourd'hui renient l'œuvre de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, qu'ils ne connaissent même plus. Regardez la guerre de 14-18, je le dis dans mon livre, Quand la France perd la mémoire. Ce qu'il faut dire, c'est que 8 millions de nos aïeux ont tenu pendant 4 ans dans la pire guerre de toute l'histoire de l'humanité. Il y a 8 millions de Français qui ont tenu parce qu'ils aimaient leur pays qui était envahi par les Allemands, et ensuite ils se sont battus au nom de la fraternité qui existait. C'est le seul moment d'union nationale de tous les Français entre eux. Aujourd'hui, la France est totalement fracturée et il faut recréer cette fraternité, cette symbiose que l'on voit dans les autres nations. De toute façon, mon spectacle dans n'importe quel pays au monde ne serait pas boycotté, interdit comme nous vivons. C'est une honte de voir qu'il n'y a qu'en France que ça existe, parce que tous les pays au monde sont fiers de leur histoire. On a un problème aussi avec le drapeau français, en France, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on voyage un petit peu, on voit que dans tous les pays, c'est une coutume ou une tradition d'afficher un drapeau dans son jardin. Et ici en France, on sent qu'il y a presque des pressions. Ou si on met un drapeau, à un autre moment qu'à un match de foot, c'est qu'on est du Rassemblement national. C'est peut-être le plus beau chapitre de mon livre, Quand la France perd la mémoire, sur Lamartine, hein, en 1848, quand il sauve le drapeau tricolore. À chaque fois, il y a une petite anecdote qui est magnifique, et c'est cette phrase sublime de il y a les manifestants devant l'hôtel de ville, qui sont donc les socialistes de l'époque, qui veulent imposer le drapeau rouge à la Seconde République, à la Deuxième République. Et donc Lamartine monte sur un fauteuil et à cette tirade magnifique: citoyens, le drapeau rouge, je ne l'adopterai jamais. Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, avec vos libertés et vos gloires. Le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, trempé dans le sang du peuple. Et comme ça, il a retourné la foule et on a pu imposer le tricolore. Sinon, on se retrouvait avec un drapeau rouge. Vous vous rendez compte le scandale? Eh bien, déjà à l'époque, on voyait que le drapeau tricolore avait du mal à pénétrer certaines couches de la société. Mais aujourd'hui, depuis la capitulation de nos élites, hein, je dis depuis 40 ans, le drapeau tricolore est vraiment, il y a un mal aimé, il y a un désamour des Français envers leur drapeau. Et on voit nos élites politiques, nos ministres, nos dirigeants, nos maires laisser se diffuser le drapeau palestinien, le drapeau algérien à la moindre. On devrait être comme eux en Algérie, au Maroc. Croyez-moi que si on manifeste avec un drapeau français, on est tout de suite en prison. Eh ben, on devrait faire pareil. Mm. Et qu'est-ce que vous inspire donc, la récente polémique qui a éclaté au sujet d'un contenu d'un manuel parascolaire, donc édité par Hachette? On trouve dans ce manuel la phrase suivante: «En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas», et donc Emmanuel Macron a dénoncé un contenu, intolérable. De son côté, la maison d'édition a rappelé 3 ouvrages de révision. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase, révisionniste? Eh bien, c'est le cœur de mon combat depuis 40 ans. J'ai écrit 6 manuels scolaires, hein, dont les gros succès chez Lamartinière, notamment en 2016, contre les programmes iniques de Najat Vallaud-Belkacem, déjà à l'époque, qui, je vous le disais, criminalisait, culpabilisait toute l'histoire de France. Donc je connais très bien cette question. Donc elle est pas nouvelle, malheureusement. C'est par là que le mal s'est diffusé, parce que non seulement les programmes scolaires officiels instrumentalisent notre histoire, une histoire complètement sans âme. Il y a 2 problèmes. Il y a le problème idéologique et il y a le problème pédagogique. Donc
Parce qu'avant, bien sûr, on savait faire aimer l'histoire grâce au récit, à la chronologie. On a complètement abandonné les dates. La chronologie, disait Cicéron, et la grammaire de l'histoire. Donc aujourd'hui, on fait une histoire sans date. Donc vous voyez bien les résultats, les enfants sont complètement perdus. Demandez-leur de situer la naissance de la guerre, de la Renaissance aujourd'hui en France. Aucun sera, même les parents sont incapables de. Alors que justement, avant, Ernest Lavis, dans son manuel Le Petit Lavis, avait mis la bataille de Marignan. Justement, on fait le lien pour que les enfants puissent situer la naissance de la Renaissance en France. 1515, Marignan, et surtout, naissance de la Renaissance en France. Vous voyez, tout ça, l'éducation nationale l'a complètement abandonné avec des programmes ineptes. La date Marignan est plus apprise aujourd'hui. Et surtout, idéologiquement, puisque là, aujourd'hui, ces programmes culpabilisent, criminalisent l'histoire de France. On fait croire à nos enfants que les Français ont tous été des esclavagistes au XVIIIe, des colonialistes au XIXe et des collabos au XXe, ce qui est totalement faux, bien sûr. Et surtout, les manuels scolaires, les pires, Nathan et Magnard, agissent en surenchère de ces programmes d'histoire officiels qui sont déjà détestables, puisque souvent dictés par le ministère. Je vous parlais de 2016, Najat Vallaud-Belkacem a vraiment agi directement sur le travail du comité de la direction des programmes. Donc on voit bien que tout est lié. Et ceci explique le naufrage terrible en 10 ans, puisque même si ça a commencé en 2004-2005, comme je vous disais tout à l'heure, les 10 dernières années ont été catastrophiques pour l'éducation nationale. Et on voit bien que dernièrement, j'étais à RTL pour le 11 novembre 1918. Il y avait un micro-trottoir, on demandait à tous les jeunes, mais parfois des jeunes de 25-26 ans, ce qu'évoquait l'armistice du 11 novembre. Et personne ne savait, aucun d'eux n'a pu répondre sur l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Aucun ne le savait, donc c'est vraiment un naufrage total quand la jeunesse française ignore jusqu'au 11 novembre, qui est un jour férié. Et enfin, il y en a même qui disaient « Ah oui, le 11 novembre 2015 ». Et qui faisait le lien avec les attentats islamistes. Donc vous voyez, c'est vraiment un naufrage total, et on voit, pour moi, tous les maux de notre société dépendent de ce naufrage. Même l'esprit d'entreprise des Français, on le voit chaque jour dans tous les sondages, on n'arrive plus à créer des entreprises qui exportent. Regardez, les Italiens ont une balance commerciale excédentaire parce qu'ils ont conservé ce sentiment national, ce patriotisme italien. Justement, c'est intéressant l'Italie parce que c'est par leurs grandes figures que sont Dante, Verdi et Léonard de Vinci qui sont fiers d'être. Nous, regardez, le centenaire de la mort de Ravel. Ravel, c'est un des plus grands musiciens au monde. Les Japonais en Chine, il est extrêmement populaire. Nous, on a été incapables, personne ne sait qui est Maurice Ravel. Voilà la France d'aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de grands artistes comme ça qui sont méconnus français. Moi, je pensais même au peintre Bouguereau, vous savez, enfin William Bouguereau, qui est adoré aux États-Unis et qui est absolument Absolument. inconnu en France. Ah oui, c'est On a des choses comme ça. Et vous dites que vous avez écrit La patrie doit redevenir un héritage partagé entre tous les Français, car un pays qui n'a plus d'histoire est un peuple qui n'a plus d'avenir. Voilà, parce que mon but avant tout, c'est aussi l'intégration. Bon, déjà, plutôt l'assimilation. Je veux que moi-même, je suis d'origine italienne du côté de mon père. Et voilà, il m'a toujours inculqué cet amour de la France que j'ai chevillé au corps. Et je vois pas pourquoi j'ai écrit un livre qui a bien marché. Ce sont les grands immigrés qu'ont fait la France, avec ces grandes figures que sont bien sûr Romain Gary, Joséphine Baker, Félix Éboué, Blaise Diané, tous ces grands ministre noir qui aimait la France plus que tout et qu'on a complètement oublié. Il y a une écologiste qui a dit qu'il n'y avait jamais eu de ministre noir. C'est en France que le premier
pays au monde. Alors, en 1931, on avait Blaise Diané, ministre, alors que vous savez qu'aux États-Unis ou en Angleterre, quand est-ce qu'il a fallu attendre 1966 pour avoir un ministre noir, et en Angleterre 2002. Donc en fait, on voit bien que cette histoire d'intégration et d'assimilation, qui était la grande réussite du système français, de la Troisième République notamment, hein, la phrase de Romain Gary: «Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines», grâce à sa culture, grâce à sa langue, grâce à sa littérature, a complètement été abandonnée par nos dirigeants politiques, surtout depuis Mitterrand à 81, avec l'invention d'SOS Racisme. On voit bien ce Machiavel Mitterrand a tout gâché. Et parce que la France, justement, pour devenir français, c'est une histoire de volonté, comme l'avait théorisé le grand Ernest Renan dans son discours de 1882. Tout le monde peut devenir français à partir du moment où il le veut. Et surtout, être français, c'est d'avoir accompli de grandes choses ensemble dans le passé et de vouloir les accomplir ensemble dans le futur. Et bien sûr, il pensait déjà à l'époque, il y avait toute cette communauté noire, maghrébine, de l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, et maréchal Juin disait que l'armée française est la seule armée à amalgamer, à assimiler tout. Justement, ça a été une grande réussite. Justement, l'armée d'Afrique, il y avait 350 000 hommes, il y avait la moitié étaient des tirailleurs algériens, des tirailleurs des tabors marocains, des tirailleurs sénégalais et surtout des pieds noirs. Ça, on l'oublie toujours. Il y avait la plus forte proportion de morts au combat dans nos dernières grandes victoires. L'armée d'Italie a remporté nos dernières grandes victoires, que sont Garigliano en Italie et Monte Cassino. Ça, c'est vrai que c'est les dernières grandes victoires de l'armée française. Eh bien, ils étaient fiers d'être français. On le voyait parce que la plupart, justement, ont refusé de servir le FLN pendant longtemps et malheureusement, on n'a pas su, après, leur rendre hommage, les harkis notamment, hein, puisque 90 000 harkis ont été massacrés par le FLN parce que la France a été lâche et les a abandonnés. Ça, il faut le dire. Et la plupart, comme le grand Bachaga Boualam, le chef des harkis, a eu 32 membres de sa famille égorgés par le FLN. Jusqu'en 1958, disait-il, la plupart des Algériens voulaient rester français. Tout ça, c'est complètement occulté de nos manuels scolaires. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là, dans cette guerre avec l'Algérie, cette guerre intellectuelle et morale. Et c'était un grand dommage parce que là, il y avait une chance, il y avait quelque chose à jouer, qu'on a tout gâché encore une fois. La France, plus j'aime la France, moins j'aime les Français qui font que du gâchis et qui détruisent tout, à l'image de la gauche et l'extrême gauche. La gauche, on peut le dire, la gauche d'aujourd'hui, les socialistes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec le fameux Léon Blum dont je chante les louanges dans mon concert, parce que voilà, Olivier Faure n'a pas le niveau intellectuel de Léon Blum. C'est un fait. Pour conclure peut-être, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez qu'on retienne, comment est-ce qu'on peut s'opposer aujourd'hui, au combat culturel, en France? Si tout est verrouillé au niveau de l'éducation nationale, des maisons d'édition, comment est-ce que ceux qui aiment leur pays aujourd'hui peuvent, finalement, peser dans ce combat? Il faut être malin, il faut être astucieux et ce n'est pas le cas non plus, voilà, de l'extrême droite aujourd'hui. Je vous dis justement, je vous parlais des harkis, des personnages comme Joséphine Baker, hein, qui dit, il faut utiliser ces personnes qui ont aimé la France plus que tout et puis les grands savants. Georges Charpak, un prix Nobel de physique, disait, il n'est pas assez reconnu aujourd'hui. Il disait, j'aime la France parce que c'est le pays que mes parents avaient choisi et qui m'ont toujours dit, durant ma jeunesse, que c'était le meilleur. Il faut refaire nation. Pour faire nation, il faut que les jeunes, même les jeunes français de souche, ne sont plus fiers de leur... Il faut qu'ils soient fiers à nouveau de leur histoire, parce que ça, je le redis dans tous mes livres, nous avons une grande histoire, nous avons très peu de raisons d'en avoir honte, certes, Vichy, voilà, certains, c'est une période qui... Voilà, mais il faut justement
Quand on traite Vichy, il faut vraiment reparler de la Résistance. Il y a des histoires exceptionnelles. Joséphine Baker, personne ne sait qu'elle était un agent secret français qui cachait des microfilms dans son soutien-gorge et même dans sa petite culotte, qui a pris des risques éhontés. Elle avait cette phrase un jour à un officier de la Gestapo qui disait: «Moi, monsieur, je suis français, je suis une Française noire et la France est le seul pays où les Noirs peuvent vivre libres.» Voilà comment on fait aimer la France à tous nos enfants, quelles que soient leurs origines, et en leur montrant des modèles, des exemples, et qui puissent rendre la France forte et grande à nouveau, et surtout résister au modèle anglo-saxon aussi, puisque c'est vrai que par la gastronomie française, regardez, on se laisse... je raconte l'histoire magnifique dans mon livre. C'est un beau jour de 1669. Louis XIV convoque tous ses ministres. Il leur dit: «Messieurs, aujourd'hui, j'ai décidé de porter la cuisine française au niveau d'art culinaire le plus sublime.» Et effectivement, il donne l'ordre à tous les cuisiniers du royaume de travailler, et ça va devenir la grande gastronomie française, qui va se développer à travers le monde et qui a longtemps été la première. Malheureusement, là, depuis 2 ou 3 ans, on n'est plus les premiers. On est menacé par d'autres parce qu'effectivement, on capitule, on laisse s'installer le KFC, rue Soufflot devant le Panthéon. Il y a un McDo à gauche, un King Burger, ou je ne sais même plus, à droite. Un Columbus aussi. Voilà. Comment la maire de Paris, Hidalgo, a laissé ce genre de... En plus, c'est une image qu'on voit sur tous les tableaux impressionnistes du 19e siècle. Là, on voit McDo en grand et King Burger. Non, c'est vraiment un naufrage, un gâchis culturel exceptionnel. Merci beaucoup, Dimitri Casali, pour cette interview. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. Voilà.